Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Le vlog Vigneron, découvrez notre quotidien pendant les vendanges, de la vigne au cuvage. Aujourd'hui lundi 14 septembre, il est temps de décuver nos macos rouges. Je vous mets quelques images et je vous explique tout ça après. Donc voilà, vous avez pu le voir en image, rien de très compliqué, mais c'est de la manutention, c'est du temps, tout simplement. Pour reprendre à la base, pourquoi on encuve, pourquoi on met en cuve des raisins rouges? Eh bien tout simplement parce que par chez nous, mais comme je crois à beaucoup d'endroits en France, dans beaucoup d'appellations, on n'a pas le droit d'utiliser des cépages teinturiers. Chez nous, le pinot noir et le gamay sont des cépages rouges mais à jus blanc. Alors le gamay, il existe aussi en cépage teinturier, mais on n'a pas le droit d'en avoir ou une certaine proportion, un tout petit pourcentage. Bon, enfin bref, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la grande majorité, on n'a pas de cépage teinturier. Donc ce qui veut dire que la pulpe et le jus sont blancs, sont de couleur claire, il n'y a pas de pigment colorant dedans. Donc si on pressure directement les raisins rouges, on a un jus blanc, voire légèrement rosé si on a des raisins bien mûrs, mais à terme, le peu de couleur qu'il y a précipite et ça finit par avoir un vin quasiment blanc, voire légèrement rosé. Donc du coup, eh bien voilà, on est obligé d'encuver ces raisins pour les faire macérer en entier, baie plus peau, pour que les pigments contenus dans la peau migrent progressivement dans le jus. Je ne reviendrai pas ici sur l'encuvage, je vous laisse aller voir les vidéos précédentes, on vous en a montré. Encore une fois, rien de très compliqué, avec nos tapis, on met la vendange, éraflée ou non, en cuve. Je n'y reviens pas dans cette vidéo parce que sinon ça va encore vous faire une vidéo extrêmement longue. Le but c'est de se focaliser sur le thème du décuvage. Donc déjà, alors cette question m'a été posée en commentaire dans le précédent vlog. Merci à la personne qui m'a posé cette question, qui voulait savoir comment on fait pour savoir à quel moment on va décuver. Alors d'une manière générale, je dirais qu'on cherche à avoir une durée de cuvaison qui est d'une quinzaine de jours, à plus ou moins 2-3 jours selon ce qu'on veut faire et selon comment ça se passe. Je vous explique. Vous savez, dans certains domaines qui font des cuvaisons beaucoup plus courtes, notamment par exemple dans le Beaujolais où ils font de la thermovinification. Je ne développerai pas la thermovinification. Je vous laisse chercher sur internet. Je ne vais pas parler de quelque chose que je connais pas très bien, mais voilà, je sais que ça existe. Vous passez la vendange assez chaud, vous la chauffez assez fort pendant un certain temps. Ça permet une grosse extraction en très peu de temps, donc ce qui vous permet d'écourter vraiment les vinifications en rouge. Mais je ne pratique pas ça, donc je n'en parlerai pas, mais voilà, ça existe. Donc là, pour le coup, c'est seulement quelques jours, c'est notamment ce qui est beaucoup utilisé pour produire le Beaujolais nouveau. Et puis à l'opposé, il peut y avoir des domaines qui vont faire une année. Alors oui, c'est assez rare, du moins à ma connaissance. J'ai découvert ça dans un domaine dans le Jura où ils faisaient des poulsards. Poulsards, donc cépage rouge du Jura, ils le faisaient pendant une année en foudre. Donc je ne sais pas comment ça se passe, encore une fois je ne développerai pas, mais c'est pour vous dire, on est libre, alors sauf si il y a un temps donné, mais je ne crois pas pour ça, dans les cahiers des charges, mais on peut relativement faire ce qu'on veut, tout dépend de ce qu'on veut avoir. Par chez nous, je dirais qu'une moyenne qui est pas mal, c'est ça, c'est à peu près une quinzaine de jours, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Toujours est-il qu'au domaine, on essaye de viser ça une quinzaine de jours. Après, ça, c'est l'objectif, mais ça peut varier en fonction de ce qu'on veut faire et en fonction des vinifications et aussi en fonction de la place. Donc déjà, par exemple, ce qu'on surveille en premier lieu, c'est la densité. Il faut que la densité, alors je crois qu'on peut
Je crois, je le pratique pas, mais on peut décuver autour des 1010. Moi, personnellement, j'aime pas trop. J'aime bien que ça passe en dessous de 1000. Au-dessus de 1000, j'ai toujours peur qu'il y ait un arrêt fermentaire et que ça se bloque et que j'ai à réensemencer et puis tout. Ça ne m'est jamais arrivé en rouge. Mais justement, pour ces raisons-là, j'attends que le vin passe en dessous de 1000 en termes de densité. Et là, je me mets pas mal à l'abri d'un potentiel arrêt fermentaire. Donc déjà, premier paramètre que l'on regarde. Après, second paramètre que l'on peut regarder, c'est quelle qualité de vendange on a rentré. Si on a rentré de la vendange saine, normalement, tout doit bien se passer, il n'y a pas de souci. On peut aller à 15 jours, même voire tirer. Des années comme 2022, 2023, je suis allé jusqu'à 18 jours, tout allait bien. Donc voilà, je me suis permis pour avoir un peu plus d'extraction, d'aller un petit peu plus loin. Je prenais pas grand risque parce qu'on avait une qualité de vendange extraordinaire. Donc ça peut être aussi un choix en fonction de la qualité de la vendange. Parce que par exemple, si les raisins sont un petit peu plus abîmés, on le sait qu'on a plus de risques qu'il y ait un développement de mauvaises levures, de mauvaises bactéries, que les parties un petit peu moisies, même si on trie, mais il y a toujours difficile d'enlever 100% de la pourriture, par exemple, quand c'est pourri, eh bien, ça peut aussi donner un goût de champignon, un goût de moisi. Donc, on peut vouloir limiter la durée de macération pour limiter les risques de déviation aromatique. Ça peut aussi être valable avec de la vendange un petit peu en sous-maturité, notamment si on rentre que de la grappe entière. Alors moi, j'ai beaucoup éraflé cette année, donc j'étais moins concerné par ça, mais j'ai quand même fait très attention. J'ai beaucoup senti, voir ce que ça sentait, qu'on n'ait pas des arômes de verre qui pourraient se développer. Alors le fait d'avoir éraflé, je pense que ça m'a pas mal épargné de ça. Et encore que, sachant qu'on avait, comme je vous l'ai dit encore une fois, on avait une vendange qui était arrivée à maturité phénolique. Donc si on avait un faible taux de sucre, c'était pas parce que la vendange n'était pas mûre, mais c'est parce que tout simplement elle a été en bonne partie diluée par les pluies et qu'on a eu du mal à avoir du sucre parce que ne faisant pas beau, ayant beaucoup de pluie, peu de soleil, la vigne produisait peu de sucre. Mais sinon d'un point de vue phénolique, la maturité était là, donc on avait quand même moins de chances d'extraire ces gouts de verre, de poivron, mais c'est aussi un paramètre à regarder, à quel stade de maturité on est, et en fonction de ça, on ajuste la durée de macération. Toujours dans les déviations aromatiques, il faut surveiller la cuve. Je dis surveiller, mais attention, je ne suis pas le gars le plus strict en termes de surveillance, et puis tout, je sais, vous avez des domaines où ils vont prendre la densité 2 fois par jour, qui vont renifler, qui vont faire des remontages, des repigeages très réguliers, voilà, ça peut être vraiment très carré. Moi, c'est pas que je suis bordélique là-dessus, mais comme j'ai pas forcément le temps de toujours être bien carré, je laisse un peu faire. On a la chance chez nous, les vinifications en général se passent relativement bien, donc ça sert à rien de perdre son temps à tout surveiller. Ce qui compte, c'est de surveiller certains moments clés. Mais après, tous les jours, on n'est pas obligé de fliquer le vin comme ça. Heureusement pour nous, peut-être que dans d'autres appellations, ça se passe peut-être un petit peu moins bien. Mais en général, on n'est pas trop embêté. Mais ça n'empêche qu'il faut quand même regarder de temps en temps et notamment sentir. Alors moi, personnellement, je déguste pas, je vais pas dire jamais. Je vais déguster quand j'ai un doute au nez. Mais parce que clairement, alors ça va peut-être vous paraître bête, mais je déteste déguster des vins rouges comme ça quand ils sont en fermentation. Tant qu'ils n'ont pas fait les malots, c'est un truc, je trouve ça pas bon du tout. Je m'entends, hein, je vais pas dire que avant Malo les vins sont dégueulasses et que après Malo, comme de par magie, les vins deviennent extrêmement bons. Mais déjà, j'ai pas la capacité analytique de dégustation pour savoir si le vin est bon ou pas avant Malo. Et en plus, c'est un truc que j'aime pas, quoi. Les vins sont en plein tourment, il y a de l'acidité, il y a des goûts un petit peu bizarres. Alors oui, un professionnel de la dégustation, typiquement l'œnologue, moi c'est l'œnologue qui me fait ce boulot-là, hein, on va pas se leurrer, parce que lui, il a la capacité, c'est son job, de savoir si le vin, il y a une déviation aromatique qui commence à se produire, oui ou non. Donc là, lui, c'est son rôle, je délègue pour cette partie-là la dégustation, mais ça n'empêche que je fais quand même très attention aux arômes au-dessus de la cuve. De toute façon, on le sent très bien. Quand on vient faire un remontage, un pigeage, bien sûr, on a juste le nez au-dessus. Donc on sent bien ce qui s'y passe. Et ça m'est arrivé, notamment l'année dernière, j'ai pris un petit peu peur sur une cuve. Je sentais
ça sentait un petit peu le vinaigre, hein. Donc j'avais peur, il y avait un début de piqûre acétique sur le dessus de la cuve. Je dis sur le dessus parce que ça se sentait vraiment quand j'avais le nez au-dessus, vraiment sur le chapeau de mare. Et après, quand je prenais à la vanne de dégustation, ça se sentait plus, je sentais rien. Là, pour le coup, j'ai dégusté, j'ai rien senti de particulier. Donc voilà, mais du coup, j'avais un doute sur une piqûre acétique qui commençait à se mettre en place dans la cuve. Donc du coup, là, j'ai anticipé. Et par exemple, l'année dernière, j'avais anticipé, j'avais décuvé des Bourgognes rouges à 14 jours, ce qui est normalement quelque chose que je ne fais pas. Mais là, pour le coup, j'avais anticipé pour cette raison-là, par peur qu'il y ait une déviation aromatique qui commence. Donc ça, c'est tous les aspects un petit peu qualité des raisins, vinification proprement dit, qui a trait plus à l'œnologie, je dirais. Et puis après, vous avez tout l'aspect technique et organisation d'un cuvage. Eh bien, ça peut arriver qu'on soit coincé. Ça a été le cas, là par exemple, je vous ai dit que j'avais avancé un décuvage à cause de la piqûre acétique, mais j'avais aussi un besoin de place. Donc j'en ai profité, j'ai fait 2 en 1. Il fallait que je décuve d'un point de vue qualitatif, mais aussi ça me permettait d'avoir plus de place. Parce que c'est ça, il faut gérer un cuvage et des fois, on peut être bloqué pour continuer à vendanger si on ne décuve pas. Eh bien, ça peut permettre de créer de la place. Donc, on peut être amené à anticiper un petit peu, même si c'est pas l'idéal, mais clairement, c'est pas à 1 ou 2 jours près. Mais par contre, à 1 ou 2 jours près, ça vous débloque votre équipe de vendangeurs. Donc, ça peut être important. Notamment ces 2 dernières années où j'avais la cuverie qui était pleine. J'avais besoin de faire de la place pour rentrer ce qui restait à rentrer. Donc, j'ai pu anticiper certaines fois. Alors, j'anticipais pas non plus d'une semaine, mais j'anticipais de 1 ou 2 jours. C'était toujours ça de prix. Ou par exemple, un jour de pluie, où je savais qu'il n'y avait pas de vendange qui allait rentrer, et j'en profitais d'avoir une journée de libre pour me créer de la place au cuvage. Tout simplement, organisation, soit en termes de temps, soit en termes de volume disponible dans la cuverie. Donc voilà un petit peu tous les critères qui peuvent nous faire ou non décuver une cuve. Et puis je vous ai dit tous ceux qui me font décuver. Mais par exemple, une cuvée où je vois ça se passe bien, je pense qu'il y a un potentiel à garder encore un petit peu la cuve en cuvaison. Et bien là, par contre, je peux rallonger de 1, 2, 3 jours. Ou au contraire, justement parce que éventuellement je n'ai pas le temps de le faire à un instant T, parce que j'ai tout simplement pas le temps dans les vendanges, eh bien je peux attendre de faire une coupure 1, 2, 3 jours après pour justement décuver à ce moment-là. Donc j'ai essayé d'être le plus complet possible sur ce qui peut nous faire décuver ou non. Et puis après ça c'est ma vision des choses, c'est tel que l'on s'organise au domaine, mais encore une fois, je ne connais pas tout. Peut-être qu'il y a d'autres techniques, d'autres manières de faire, d'autres exigences. Donc voilà, ce n'est que ma vision des choses. Une fois qu'on a déterminé quand décuver, il faut aussi jeter. Donc on commence par enlever le jus de goutte. Donc ça c'est le jus qui se crée naturellement dans la cuve. Donc le jus de goutte, ça représente la grande majorité du jus extrait. Là par exemple sur la cuve que vous voyez derrière moi, c'est une cuve de 50 hectos. Je l'avais remplie de 45 hectos et demi de vendange. J'en ai extrait 32 hectos de jus de goutte et au total ce qui me fait 38,5 hectos. Vous voyez, j'ai extrait 6,5 hectos de jus de presse. Donc ce qui au final, le jus de presse, c'est assez... c'est un petit volume par rapport à tout ce qu'on récupère uniquement naturellement pendant les vinifications. Donc là pour le coup, ça représente en fait, j'ai extrait 83% du volume total extrait par le jus de goutte. Donc ça peut varier, ça peut varier du rendement en fonction du rendement au jus que les raisins ont, ça varie très fortement. Clairement cette année on a un excellent rendement au jus parce qu'on a eu une année avec beaucoup de pluie. Des années de sécheresse, clairement, on n'a pas ce rendement au jus. Donc, je dirais comme ça qu'à vue de nez, en gros, ça peut varier. Le jus de goutte, on extrait entre 75 et 85% du volume total que l'on doit faire après une cuvaison. Et donc là, le volume total extrait, 38,5 hectos, ça correspond à 84% de mes 45,5 hectos de volume de vendange que j'avais en cuvée. Donc clairement ça fait un très très bon rendement en jus
Mais l'année est comme ça, donc là je vous donne les chiffres, ça vous donne un ordre d'idée. Mais encore une fois, c'est pas à prendre pour argent comptant, hein. C'est vraiment très variable en fonction des parcelles, en fonction du climat que vous avez eu. Mais là, cette année, ça vous donne les chiffres concrets de ce que j'ai pu extraire. Donc une fois ce jus de goutte extrait, qui est mis dans une cuve, hein, vous l'avez vu par pompage, on met le marc dans le pressoir pour aller extraire justement ce fameux jus que l'on va appeler jus de presse, et donc extraire les derniers hectos qui se trouvent dans le raisin. Je mets le pressoir, il presse pendant pas très longtemps, hein. Pour vous donner une idée, en chardonnay, c'est un programme qui dure 2h30, là il dure seulement 1h30, ça presse moins fort, il y a moins de rebêche. Le raisin, à peine pressé, il extrait le jus, il n'y a pas besoin de le malaxer ni rien, de le presser trop fort, et parce qu'après si vous allez le presser fort, là vous allez extraire des gouttes de verre, de poivron, tous ces trucs là. Donc là le but c'est bien sûr d'extraire le jus qu'il y a dedans, mais vraiment pas d'aller rendre le marc sec, parce que pour gagner quelques litres, vous allez extraire des jus qui vont vraiment être durs, qui vont être tanniques, qui vont être verts. Bon, enfin bref, ça va être imbuvable. Et avec ça, avec seulement quelques litres, vous allez facilement contaminer une cuve complète. Donc attention à ça. Là, le pressoir, il est vraiment réglé, je ne vais pas dire au minimum, on peut faire moins, mais de manière à ne pas trop brasser, pas trop faire d'extraction. Une fois ce jus de presse extrait, il est directement mis dans la cuve où on a le jus de goutte. Alors chez nous, on assemble tout. Pour la bonne raison, c'est qu'on n'est pas dans des appellations où on peut se permettre de déclasser le jus de presse pour des raisons économiques. Et puis d'un point de vue qualitatif, j'y connais peut-être pas assez, mais je trouve que au contraire, ça permet un assemblage. On va pas extraire les mêmes choses du jus de goutte et du jus de presse, donc je trouve pas qu'on y perde d'un point de vue qualitatif. Mais voilà, il faut le savoir que ça existe. Nous, on assemble tout. Mais par contre, vous avez dans des domaines, notamment dans des domaines avec des grosses appellations, par grosses appellations, je veux dire, voilà, des appellations plus haut de gamme que chez nous, qui vont séparer le jus de presse du jus de goutte pour souvent ou de temps en temps les déclasser. Par exemple, s'ils ont une appellation village, eh bien le jus de presse, ils vont le déclasser pour le vendre en simple, entre guillemets, Bourgogne. Même si je suis très content de mes appellations Bourgogne, j'ai rien contre ça. Mais voilà, en termes de hiérarchie, ils peuvent le déclasser à une appellation un petit peu moins prestigieuse, entre guillemets. Ça peut être une volonté à but qualitatif, et puis aussi ils peuvent se le permettre, parce que quand on valorise mieux les vins, eh bien, on peut se permettre d'avoir plus de pertes et d'en déclasser une partie sur des segments moins valorisés. Donc nous, on assemble tout ça. Et donc là, le travail est fini. Il ne reste plus qu'à démarcer le pressoir, tout nettoyer, et puis attendre. Alors soit, comme 2022-2023, les malots se font en même temps que les fermentations alcooliques. Donc là, les vins peuvent être considérés comme, disons que les vinifications sont considérées, sont terminées. Mais aussi, ce qui est plus la norme, les fermentations malolactiques ne se font pas en même temps que les fermentations alcooliques. C'est le cas notamment cette année où j'ai aucune fermentation malolactique qui a démarré pendant la cuvaison. Donc là, il va plus que rester à attendre que les malots démarrent. Normalement, chez nous, ça démarre tout seul. Je n'ensemence pas, mais là, on va voir. Les premiers pinots que j'ai décuvés il y a maintenant quasiment 3 semaines, eh bien, les malots sont toujours pas partis. Donc bon, j'espère que ça se fera quand même tout seul. Je vais attendre. Pour l'instant, ils n'ont pas de volatile. Je peux me permettre d'attendre. Au pire, je les mettrai un petit peu en chaud. Je vais voir, il n'y a rien de dramatique, on peut attendre, hein, les vins là, vous voyez, on est en train de faire une partie des décuvages, donc il n'y a encore pas à se presser pour ça. Voilà pour le décuvage de nos macons rouges. Alors ça, c'était la première cuve de macons rouges. Alors, on en a une petite qu'on va faire demain. Et puis, ce sera presque fini. Il ne nous restera plus qu'une cuvée, les Macommançais rouges, qu'on a ramassé avec une semaine de décalage. Donc il leur reste encore une semaine de cuvaison. Donc là, je vous parle de notre appellation macon rouge en gamay. Mais on fait la même chose, le décuvage, c'est le même principe pour les pinots, aussi bien en termes de matériel, en termes de manière de faire, en termes de comment on détermine la date. Donc voilà, vous en savez plus sur le décuvage. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.